Voici un livre qui m'a beaucoup plu. C'est Le dernier hiver du Cid. Alors le Cid, on le sait, c'est le personnage de Corneille. Donc, pourquoi Le dernier hiver du Cid? En fait, on le doit à Jérôme Garcin, qui est un écrivain, chroniqueur, et qui, on le voit dès le début, puisqu'il fait une dédicace à sa femme Anne-Marie, a épousé la fille de Gérard Philippe. Gérard Philippe, c'est un nom qui parle aux plus anciens et qui parle peut-être à certains jeunes amateurs de cinéma. C'était un acteur, un comédien surtout de théâtre, qui ensuite a été découvert par le cinéma et qui est mort en 1959 à l'âge de 36 ans. C'était à lire ce livre, déjà on connaît sa filmographie, on sait ce qu'il a pu interpréter comme grand rôle. Il a été aussi bien Richard II, il a incarné au cinéma Fanfan la Tulipe. Là, il ne me vient plus immédiatement en tête les rôles qu'il a pu faire, mais la liste est très longue. Il a été le Cid. D'ailleurs, il a été enterré dans les habits du Cid à Ramatuelle. C'était vraiment un rôle qui lui a collé à la peau. Gérard Philippe, qui était promis à encore plus de gloire puisque le cinéma le découvrait, était un très bel homme, hein. Père de famille, deux enfants, se partageant entre Paris et la province où il avait une maison. Il avait deux maisons, d'ailleurs deux résidences où il se rendait très souvent. L'une étant pratiquement rustique, comme on imagine un bord de mer en pleine nature où il refaisait ses murs, où il travaillait comme un paysan, comme un agriculteur. C'est vraiment quelqu'un de touchant, d'attachant. Lisant ce livre, on se dit que c'était un être exceptionnel. Il a eu un destin foudroyant. Vous me direz, c'est peut-être pour ça que son nom est devenu célèbre. Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait beaucoup plus que cela. Il y avait déjà son immense talent, sa compréhension naturelle des textes. Quand il est mort, il était en train de redécouvrir le théâtre antique. Et je pense qu'on aurait eu de grandes interprétations de Gérard Philippe. Il allait tourner Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo. Il avait tourné avec Buñuel, il avait tourné avec les plus grands. Il avait même été sollicité pour faire partie de la Shakespeare Academy où il devait jouer. C'était vraiment l'ami des poètes, l'ami des artistes. Il était syndicaliste. C'est un homme qui s'est beaucoup engagé pour la défense des acteurs, de leur statut. Et puis toujours, il a été aux côtés des plus pauvres. Ça a été quelqu'un qui avait un grand souci de l'humanité, de la société. Et puis, n'oublions pas, surtout ce qui m'a marqué, parce qu'autrement, je ne sais pas si la vie de Gérard Philippe m'aurait tenté. Et là, dès que j'ai lu quelques lignes, j'ai été happée. Le style de Jérôme Garcin, qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un auteur à lire. Alors, là, c'est un livre de Michel Onfray qui m'a beaucoup plu. Ça intitulé Le crocodile d'Aristote. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de crocodile? Eh bien, Michel Onfray, il se livre à un exercice qui est très intéressant. Il a recherché les toiles qui parlent de philosophie ou de philosophes, et à chaque fois, il a fait un petit peu comme faisait Daniel Arras, vous savez, avec le détail. Il a vu des petites choses qui pouvaient ramener à l'idée, ou alors dans le personnage évoqué, ce qui pouvait ramener à la philosophie, à la pensée de l'auteur, ou bien des anecdotes liées à son existence, mais toujours en cherchant le sens. Je pense que si quelqu'un veut découvrir la philosophie sans en avoir vraiment fait, eh bien c'est un excellent petit ouvrage. Petit, j'exagère un petit peu, vous voyez, c'est un très beau livre, il y a énormément d'illustrations à l'intérieur. Alors bien sûr, ce sont des tableaux qu'on a vus 1000 fois, mais on n'a jamais véritablement réfléchi à ce qu'ils représentaient. Alors, dans la table des matières, si on regarde, on voit que sont évoqués tous les grands noms, que ce soit Pythagore, qu'il s'agisse de Machiavel, de Sénèque. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, ceux qui me connaissent un petit peu le savent, c'est par exemple Montaigne. Montaigne qui est représenté enfant avec quelqu'un jouant du luth et des servantes, mais quelqu'un jouant du luth auprès de lui, on sait très bien ce que représentait pour lui une instruction faite de douceur, d'harmonie, et ce qu'était la véritable éducation. Ensuite, il y a par exemple, je vois la main de Descartes sur un tableau, il y a une main qui est représentée qu'on ne voit pas bien, à laquelle on ne fait pas attention, je veux dire, et qui est très intrigante. Alors là, on nous explique. Nous avons par exemple un article sur la robe de chambre de Diderot, sur la toque de Rousseau, la plume de Voltaire, Pascal et ses paperoles. On sait que Pascal, par exemple, avait pour habitude d'écrire sur des bouts de papier qu'il cachait dans les revers de ses habits et que son domestique
jour après jour recueillait ou a trouvé après sa mort pour la plupart, et que ces fragments, ces petites réflexions racontaient surtout comment un soir, lui, le libertin, si riche, qui s'amusait tant dans les bars, qui jouait aux cartes, enfin les bars à l'époque, je ne sais pas si on pouvait dire les bars, qui s'amusait tant avec les femmes, eh bien, a été frappé par la grâce suite à un accident. Quelques jours plus tard, seul chez lui, il a éprouvé véritablement qu'il était passé à côté de l'existence de Dieu et de la certitude que Dieu existait, et il a voulu écrire pour persuader les hommes de son temps, les joueurs de cartes, ses amis de fête, dirais-je, qu'il fallait un petit peu réfléchir autrement. Alors je vous donne, par exemple, d'emblée, il y a quelque chose d'intéressant. On nous montre un tableau de Rembrandt qui représente un philosophe en train de réfléchir, le regard perdu. Michel Onfray nous dit « Une connaissance approfondie de l'œuvre nous montrerait qu'il s'agit de Tobie, un personnage biblique, et de sa femme, et Tobie était aveugle, d'où ce regard. » Ensuite, la plupart des tableaux que nous voyons sont des tableaux, je vous l'ai dit, là on voit Pythagore, alors c'est un passage très intéressant encore. J'ai beaucoup aimé aussi un passage où on voit Anaxagore qui rappelle à Périclès ce qu'est l'amitié. Enfin vraiment, il y a de quoi vraiment s'instruire. Et puis pour les amateurs d'art, c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle à l'observation, qui nous rappelle aussi qu'une œuvre, c'est un contexte, ça s'inscrit aussi dans une volonté pour un artiste de montrer en un trait, en un détail, ce qui caractérise une œuvre, une pensée. Voilà, un très beau livre et qui est très peu cher par rapport à sa qualité. C'est pas que je veuille faire de la publicité, c'est chez Albin Michel, c'est 25 €. Un beau cadeau aussi à faire. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui cet ouvrage de David Vann. On sait qu'il a été remarqué en France, surtout en 2010, avec son livre Stuck Van Island, qui a eu un prix, le Renaudot étranger. Et ensuite, il a écrit 8 ouvrages, enfin, ce sont ceux qui ont été traduits. Celui-ci est le dernier, Le Bleu au-delà, toujours aux éditions Gallmeister. Il s'agit encore d'un enfant dans un décor, disons, d'île d'Alaska. On peut dire que la vie est rude, c'est un monde de pêcheurs, c'est un monde où ce petit garçon qui s'appelle Roy va apprendre à vivre, à supporter une douleur terrible, puisqu'il y a, de façon incompréhensible, ou du moins elle n'est pas si incompréhensible que cela, la mort du père. Le père est un dentiste qui s'est plus ou moins pris de passion pour la pêche et qui veut en vivre. Alors il achète un bateau, il essaye de faire des affaires, mais bien entendu c'est un fantasque, un rêveur, c'est quelqu'un qui ne réussit pas vraiment. Il a certains travers, comme par exemple l'incapacité à rester calme, fixe, fidèle, donc il a des problèmes avec sa femme, l'enfant assiste à de nombreuses disputes. C'est un univers qui est très bien reconstitué. C'est un ouvrage qui se présente comme une série de textes assez courts. Cependant, c'est comme un kaléidoscope, c'est-à-dire que si on regarde bien, on se rend compte que finalement, ce sont autant de formes données pour un motif récurrent qui est la mort du père et l'incompréhension où ça a plongé le petit garçon et en quoi ça a été fondateur de sa vie d'homme, puisque dans ce narrateur qui parle, nous renvoie au rôle de la famille, au rôle de l'écriture, à l'initiation qui peut se faire entre hommes d'une même famille. Il nous brosse des portraits, enfin il y a des petits portraits comme ça au détour de Rhoda, sa belle-mère, de sa mère assez peu, mais enfin on voit la vie d'une famille, sa grand-mère, enfin autant de textes très intéressants. Ce n'est pas véritablement dans tout l'ouvrage homogène, pardon, je veux dire, puisqu'il y a des textes qui m'ont plu plus que d'autres. J'ai particulièrement aimé le premier, où on retrouve, comme dans Aquarium et dans d'autres textes de lui, son goût pour les poissons notamment, où je trouve que vraiment la vie d'une famille américaine moyenne est très bien rendue. Voilà, c'est un petit livre à avoir lu, les éditions Gallmeister, on le sait, elles sont très intéressantes toujours, elles donnent à lire de belles choses.